Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis, 10h30, c'est le libre journal des controverses. Nous serons là tout l'été avec notre ami Nicolas Stocker, mon prédécesseur. Nicolas Stocker est la Rastam du libre journal de géopolitique profonde. J'ai pu voir avec grand intérêt cette émission avec le capitaine Juvin Brunet, toujours aussi pertinent. Je salue Arnaud à la technique, notre Steven Spielberg à nous. Il va filmer, il va programmer, il fait tellement de choses. Il est dorénavant tous les samedis avec nous jusqu'au retour de Virginie, Mimi Vlam, Glam, moi comme je l'appelle. Et je salue bien entendu Patrice au standard, l'homme à la superbe écriture. Il va prendre vos messages, vos commentaires à tous. Et je sais que cette émission excessivement pertinente et tellement dans l'actualité. Je suis avec les docteurs Nicole et Gérard Delépine pour ce très beau livre de témoignages du cancer à la vie, témoignages de combat, de guérison et d'espoir aux éditions Résurgence de notre ami Marco Pieter. Juste préfacé. Enfin, un peu en avant-propos par la sublime Alexandra Henrion-Caude, qui commence à se refaire rare. Je ne sais pas pourquoi, j'aimerais bien la revoir. Qu'est-ce que devient du coup notre Alexandra ? Bon, elle oscille entre son boulot. Elle est plus à l'étranger maintenant. À l'île Maurice, elle bosse. Oui, et puis. Mais elle vient quand même souvent par ici, tu dois pouvoir l'attraper. J'espère bien parce que elle nous manque quand même. Absolument, elle nous manque à tous quand elle n'est pas là. Et puis, c'est clair. L'île Maurice, c'est un peu loin quand même. Alors, du cancer à la vie, vraiment très beau livre de témoignages. Je suis content de vous recevoir parce que je le vois depuis une funeste période de crise sanitaire, chers Gérard et Nicole. Nous voyons surgir comme des recrudescences de cancer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Il est clair que si on commence par ce qui se passe actuellement, il y a effectivement une véritable recrudescence de cancer. Parce qu'avant, c'était la mode de dire ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et je passais mon temps à dire non, ça augmente pas. Les traitements sont éventuellement différents et moins bons, mais ça augmente pas. Et là, évidemment, depuis le Covid et surtout depuis l'injection poison. L'injection létale, quasiment. Oui, absolument. Enfin, risque létal, en tout cas. Elle n'est pas létale à tous les coups, heureusement. En tout cas, pas tout de suite. Mais elle est évidemment extrêmement toxique. Et bon, il est évident pour tous les médecins un peu honnêtes et les cancérologues honnêtes qu'il y a des turbocancers qui sont apparus. Alors, on a dit turbo parce qu'effectivement, ils vont extrêmement vite. Ils vont beaucoup plus vite que les cancers habituels. Des fois, on a à peine le temps de les diagnostiquer, qu'ils n'ont pas eu le temps d'avoir un traitement et qu'ils sont morts. C'est d'ailleurs assez une petite parenthèse là-dessus, c'est assez curieux, parce que du coup, ils n'apparaissent pas dans les statistiques d'aggravation, puisqu'ils ne sont pas dans les ALD. Ils n'ont pas le temps d'avoir le 100%, ils sont morts avant, c'est invraisemblable. Et en plus, donc, turbocancer, qui apparaissent effectivement, on s'en est aperçu dans les 6 mois, 1 an qu'ont suivi les premières injections poison. Et puis bon, effectivement, ça augmente. Et puis maintenant, les gens, enfin quand même, osent à peu près les diagnostiquer, n'osent pas toujours le dire, ils n'osent pas demander aux patients s'il a été injecté quand même. Il faut quand même voir que les gens qui vont dans les services de cancérologie actuellement, et d'autres choses, d'ailleurs, une neurologie par exemple, on ne leur demande pas s'ils sont injectés. On ne veut pas savoir, sujet tabou, ce qui est quand même hallucinant. Mais enfin, en tout cas, effectivement, une épidémie de cancer liée au vaccin, au pseudo-vaccin, c'est une évidence pour tout le monde et c'est tragique, d'autant que ça atteint des gens dont l'âge est différent. Ça atteint des plus jeunes, ça atteint beaucoup d'enfants, et puis certaines pathologies comme des tumeurs cérébrales qui se multiplient ou des cancers du pancréas qui se multiplient. Un petit peu aussi dans la série leucémie lymphome. Alors, on va dire le mot injection plutôt que l'autre mot, parce que ça, c'est pour les algorithmes YouTube, parce que cette émission va passer sur YouTube. Cher Gérard, quel est aujourd'hui le cancer qui est en recrudescence par rapport à l'avant-période sanitaire? J'ai reçu par exemple des médecins qui m'ont dit que depuis la période sanitaire, ils ont vu des
croître. Par exemple, la maladie de Charcot qu'ils ne voyaient pas et que maintenant ils en voient de manière assez folle. Quel est du coup peut-être le cancer qui se développe de plus en plus aujourd'hui? Celui qui est le plus frappant, c'est certainement le cancer du pancréas, qui est l'un des pires et qui était relativement rare. Depuis, on a une augmentation, comme c'était rare, l'augmentation est plus frappante. Donc ça, c'est un des vrais. Les leucémies chez l'enfant également, qui c'était une des maladies fréquentes. C'était le grand cancer de l'enfant, c'était des leucémies. Mais il y en a encore beaucoup plus. Donc ces deux cancers-là sont manifestement importants, fortement liés aux injections. Et puis c'est aussi des cancers qui, même avant injection, se soignaient difficilement. Il y a eu un acteur célèbre d'Hollywood, Patrick Swayze, qui avait ce fameux cancer du pancréas. Il en est mort d'ailleurs très vite. Et d'autres. D'ailleurs, j'avais vu la statistique, je crois que c'est 10% de personnes qui réchappent du cancer du pancréas. Oui, c'est l'un des pires, à coup sûr. Il faut vraiment tomber sur un tout petit cancer et opérer très vite. Parce qu'il donne très rapidement des métastases. Et donc ça, aujourd'hui, il y a une recrudescence. Mais pourquoi, comment se fait-il? Est-ce que c'est juste parce que c'est un tabou que personne ne fasse le lien entre l'injection et le cancer? C'est encore tabou actuellement, hein, en particulier en France. Hein, dans un certain nombre de pays, quand même, même Angleterre, Allemagne, même en Europe, donc, ça commence à se savoir, et à s'avouer. Et il y a quand même un certain nombre même de journaux et de journalistes qui ont fait des mea culpa pour avoir conseillé alors qu'ils se rendent compte qu'il y a des inconvénients. En France, ça reste tabou quand même. Ça. On n'arrive pas à avoir les statistiques, on n'arrive pas à avoir les informations des services officiels de l'INSEE et autres. Hein. C'est pour ça que je disais, c'est comme ça qu'ils se sont aperçus que les turbocancers n'étaient pas dans les ALD. Mais il est très difficile parce que, d'une part, le médecin qui déclare une complication après une injection est très mal vu. Il est mal coté, il rentre dans le viseur du Conseil de l'Ordre. Ça, c'est une première chose, puisqu'on n'a pas le droit de dire qu'il y a des complications après les injections. Hein. Ça, c'est absolument tabou. Qui sont encore prescrites. Hein. Qui sont encore conseillées, non seulement prescrites, mais conseillées, sous prétexte que à partir d'un certain âge, on est fragile. Je suis fragile, mais je refuse absolument de recevoir l'injection. Bien sûr. Alors, du cancer à la vie, témoignage de combat, de guérison et d'espoir. Et ce qui est important, tiens, sur ce livre, c'est le terme espoir. Voilà, ce terme-là qu'on veut un peu nous effacer, si je puis dire, parce qu'il n'y a plus d'espoir dans la société d'aujourd'hui. C'est justement un de nos combats, l'espoir non seulement en cancérologie, mais de façon générale. Parce que là, on nous montre tout comme tragique, alors qu'il y a quand même effectivement des tas de sujets d'espoir. Et c'est dans ce but-là que ce livre moi je dois dire que j'en rêvais depuis 10-15 ans de ce livre, parce que justement, je vois trop de gens bon, maintenant, on est à la retraite, hein, on a surtout un taux de chef de gare maintenant, parce que les gens nous demandent où il faut aller, ce qui est une question extrêmement difficile. Mais c'est invraisemblable, les gens qu'on a au téléphone qui sont désespérés pour un cancer qu'ils n'ont pas forcément d'ailleurs, parce qu'on a vite fait un diagnostic sur un antigène quelconque, enfin sur un marqueur. Et ils sont complètement désespérés, ou alors un autre... Pourquoi ils sont désespérés? Qu'est-ce qui a changé entre l'époque d'avant? Ce qui a changé, c'est la prise en charge des médecins. Non, c'est la manière dont les médecins présentent les choses. Comment ils la présentent? Actuellement, ils disent, vous avez une maladie très grave, c'est un mauvais cancer, vous en avez que pour quelques mois ou années, je vais être obligé d'utiliser des traitements expérimentaux qui sera votre seule chance. Et ça, c'est parfaitement pernicieux. Le traitement expérimental, c'est quoi? C'est la future euthanasie votée par l'État, c'est quoi? Non, quand même pas. Ils ne sont pas tout de suite là. Ils veulent quand même rentabiliser les médicaments découverts. D'accord. Donc, les médicaments, non pas découverts, mais mis sur le marché. Mis sur le marché, ceux qui sont en vente. D'accord. Et qui sont forcément les plus récents et les plus chers. Bon. Il faut absolument oublier les vieux médicaments qui guérissaient. Les leucémies, on les guérissait il y a très longtemps, depuis les années 80. C'est vraiment un des vrais cancers chez l'enfant qui a été guéri très tôt. Moi, j'ai commencé comme chef de clinique en 73. Et
En gros, à l'époque, c'était nous qui effectivement annoncions le pronostic aux gens et je suis foutu. Et moi, je me souviens très bien, en 73-74, avoir dit, écoutez, je ne peux pas vous garantir que votre enfant sera guéri, mais il sera peut-être dans le lot des gamins qui commencent à être guéris. Il y en avait déjà et on était en 73. Et effectivement, ça s'est confirmé, ces gens-là ont été guéris parce que dès les années 73-75, on guérissait la plupart de leucémies par les chimiothérapies qui venaient adaptées, qui étaient, en gros, qui essayaient depuis une dizaine d'années et qui finalement montraient leur... Donc vraiment, il y a eu des résultats fantastiques, on a réussi. Alors oui, pourquoi les gens sont déprimés? Parce qu'on leur raconte des horreurs. C'est-à-dire que dès que parce que vous avez un mot qui a un cancer ou même pas, ou même pas d'ailleurs, parce qu'en fait, effectivement, une suspicion de cancer. En gros, tout le monde, alors toute la famille, tout le monde tombe par terre, etc. On m'a dit, vous allez mourir. Vous allez mourir. C'est ça. Alors, c'est pas vrai. Hein. Je rappelais tout à l'heure qu'effectivement, dès les années 95, 98, 95, on guérissait, mais on avait les statistiques officielles. Hein. C'est pas mes chiffres, les statistiques officielles des guérisons de cancer dans les pays privilégiés qui pouvaient traiter les gens. Sûr, on guérissait plus de 80% des enfants atteints de cancer. À 5 ans, c'était 90 et à 10 ans, c'était 80%. Ce que j'appelle guéris, c'est des gens qui vont bien, qui n'ont plus de maladie, qui peuvent avoir une vie normale, qui peuvent avoir des gamins. Des fois, certains avaient des difficultés quand même, mais c'est ça guéri. Hein. C'est pas le truc où on dit toutes les 5 minutes que tu vas mourir. Et puis, chez les adultes, c'était quand même plus de 50-55% de patients guéris. Alors, effectivement, là, je donne des statistiques globales. C'est vrai, selon certains cancers, c'était pas pareil. Si vous avez un gamin qui a une tumeur cérébrale, c'est beaucoup plus difficile de guérir, ne serait-ce qu'à cause de la localisation qui empêche de réaliser aussi bien dans d'autres situations une chirurgie complète, parce que bon, si vous opérez dans le cerveau, c'est pas facile de faire l'extratumorale sans enlever un bout de cerveau, donc c'est plus difficile. Donc effectivement, c'est globalement, mais globalement, on guérissait. Oui, je dis on guérissait parce qu'actuellement, pour avoir les statistiques, il faut se lever matin. 8 sur 10 des enfants atteints de cancer. Donc, faut pas. Bon, alors, c'est effectivement, ça vous tombe sur la tête, c'est une tragédie quand même, de toute façon, même si on leur laisse de l'espoir. En tout cas, il faut au moins leur laisser de l'espoir et de leur dire que s'ils se battent, ils ont quand même beaucoup de chances de guérir leurs gamins. Mais à quoi c'est dû, cher Gérard? Est-ce que c'est la nouvelle formation des médecins? Est-ce que derrière, il y a Big Pharma qui contrôle ces médecins, qui leur dit des choses? Est-ce que peut-être l'État a besoin que ces médecins deviennent des porte-parole de la propagande? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce changement? Je voudrais dire que la désespérance des médecins, à la manière dont ils annoncent les choses, est liée à beaucoup de facteurs différents. L'un des facteurs qui, moi, me paraît le plus important comme chirurgien, parce que je l'ai vécu, c'est l'aspect juridique. La médecine est tombée sous contrôle juridique. Donc, il faut absolument, on est obligé d'être assuré. Hein. Et nos assurances nous enseignent chaque année comment éviter le risque juridique. Et beaucoup de médecins ne soignent pas le malade, mais ils soignent leur risque juridique à eux. Et donc, si on dit à un malade, vous allez mourir, quoi qu'il arrive, on est tranquille, la famille ne portera pas plainte. C'est la maladie qui l'a tué. Alors que si on dit, je vais vous guérir, et que par malheur, il y a une complication éventuellement thérapeutique, hein, je opère un malade, malheureusement, il meurt de l'anesthésie, ben là, je vais avoir un procès que je vais perdre parce que je l'ai opéré. Donc, les médecins, maintenant, sont amenés par leurs assurances à protéger leurs risques juridiques. Et donc, ils ont tendance à aggraver le pronostic des maladies qu'ils traitent pour se mettre à l'abri. Ça, c'est une des premières raisons. Oui. Par ailleurs, effectivement, on est dans un contexte où le gouvernement nous dit partout « ayez peur, hein, vous allez mourir, il y a les épidémies, attention... » La Russie La Russie. J'ai vu les chars là, il y a 5 minutes. Et puis il y a des canicules qu'il n'y avait pas avant, il y a le réchauffement climatique qui va tous nous griller. Il fait chaud l'été. Et on met même au point des agences qui vous expliquent comment il faut loger. Donc il faut diminuer la hauteur du plafond de 2,70 m à 2,50 m, ce qui est vraiment la bonne vieille technique pour faire bouillir les gens. Hein. Et puis, il ne faut pas utiliser trop de ciment parce que c'est mauvais pour la planète. Alors, faites des murs fins. Or, nos ancêtres avaient appris que les murs épais, c'était quand même la meilleure protection d'isolation naturelle. Donc, on a toutes sortes de peurs qui sont créées parce que on applique le par principe. La peur, c'est quand même une bonne vieille technique pour mettre les gens au pas et les rendre esclaves. Hein. C'est tous les totalitarismes passent par par la peur. C'est vrai, mais on sait que la maladie, c'est aussi psychologique, c'est-à-dire que mieux on est dans sa tête,
plus on a de chances de guérir. Et si on dit aux gens, monsieur, vous avez un cancer de tel ou tel endroit, ben, vous allez mourir, et ben, en effet, la personne va peut-être mourir. Ça lui augmente les risques de mourir, c'est sûr. Hein. Mais bon, est-ce que les gouvernants ont vraiment envie que les gens aillent bien? Non. Sinon, on leur ferait pas tout ce cinéma sur le climat, sur tout ce qu'on veut. Il y a 75 ans, lorsqu'on annonçait un été chaud, on disait c'est formidable, le prochain week-end va être beau, vous allez pouvoir aller à la plage. Maintenant, on dit attention, ne sortez plus parce que vous allez mourir de chaud.